Faire court. Donc oui, non, ça nous paraissait intéressant de reposer juste le contexte de bon, l'année dernière, on a aussi, fait ce genre de petites sessions, du midi, avec plusieurs webinaires organisés, puis également des visites sur le terrain. Et tout ça, ça se pose dans un cadre, dans le cadre du plan agroécologie Hauts-de-France, 2020-25. Donc c'est un plan qui est, copiloté par la région, l'État à travers la DRAF et puis les chambres d'agriculture, des Hauts-de-France. Donc tu peux passer la slide suivante, juste quelques mots sur le plan agroécologie. Ouais. Voilà, du coup, voilà, c'est une slide pour présenter le plan agroécologie. L'objectif, bah, c'est d'accompagner, la transition agroécologique, pour les entreprises agricoles et ce, dans un objectif de résilience et puis de performance. Performance, sociale, économique, environnementale. Ça, c'est la grande finalité. L'ambition à horizon 2025, c'est d'aboutir à 25 de fermes engagées en agroécologie. Donc 25 dans notre région, c'est 5 900 fermes. Et pour info, on a dénombré en 2020, qu'on avait, 4 400 fermes, qui avaient fait un pas ou plein de pas, dans l'agroécologie. Voilà, donc en tout cas, celles qu'on pouvait dénombrer et compter. Donc, pour vous donner un peu une indication. Donc il y a pour avancer sur tout ce gros chantier de l'agroécologie, il y a 4 grands axes, pour avancer, enfin voilà, pour développer l'agroécologie. Le premier, c'est de travailler sur les connaissances. C'est peut-être un petit peu, un des sujets du jour, je pense, hein, des travaux de recherche, de restituer des références, sur les questions agroécologiques. Donc faire de la connaissance un nouvel intrant, pour l'agriculture en quelque sorte. En tout cas, voilà. Ensuite, on a un axe sur l'accompagnement des agriculteurs, donc l'accompagnement technique, humain, et puis, également, financier. On élargit la focale dans l'axe 3 avec, en touchant d'autres parties prenantes, en travaillant avec les filières pour qu'elles puissent également jouer leur rôle, de valorisation des efforts qui sont consentis par, les agriculteurs. Regarder s'il est possible de développer dans les territoires, des dynamiques d'agroécologie et également, le citoyen, essayer de renouer le dialogue à travers, en quelque sorte, cet argument qu'est l'agroécologie, quoi. Voilà, pour, redorer aussi, heu, l'agriculture, et utiliser ce sujet motivant qu'est l'agroécologie. Et dernier axe un peu plus fonctionnel, c'est, voilà, comment, porter à connaissance, où on en est, dans l'engagement de l'agriculture en agroécologie. Donc c'est un peu le vocation un peu observatoire du plan. Donc voilà, c'est comme ça, je peux vous dire qu'en 2020, on était à 4 400 agriculteurs qui s'étaient engagés, plus ou moins intensément dans l'agroécologie. Donc voilà. Peut-être une focale sur l'agroforesterie, parce qu'aujourd'hui, on est sur des webinaires, enfin voilà, sur un webinaire, focal agroforesterie. Donc ce plan agroécologie, voilà, on est sur un sujet plus large, mais les agroforesteries sont, des formes, de pratiques agroécologiques, des modes de production agroécologiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe, dans le cadre de ce plan? Donc on peut essayer de le résumer comme ça. Il y a déjà un volet sur le développement des plantations et donc à travers des dispositifs, un dispositif d'aide aux plantations. Donc, vous connaissiez Planton des en 2021-22 avec, le plan de relance, post-Covid, de l'État, qui a financé, avec un appel à projets dédié. Là, les financements de plantation vont repasser dans un mode peut-être un peu plus classique d'avant plan de relance, mais non moins ambitieux en quelque sorte, hein. Donc, c'est un appel à projet qui va être ouvert, être lancé au 15 juin. Et c'est ce qu'on appelle le PREAD. D'autres en connaissaient le PCAE. Voilà, on a trouvé un nouvel acronyme, Plan de résilience et d'adaptation des entreprises agricoles. Et c'est des appels à projets qui financent l'ensemble des investissements possibles en agriculture. Enfin, pas tout, mais pas mal de choses déjà. Et les plantations de haies ou de systèmes agroforestiers en font partie et ont une place plutôt
importante puisqu'ils sont soutenus à 80%, toujours. Ensuite, on a un volet recherche-expérimentation, donc financement des partenariats européens pour l'innovation. Et voilà, je vous ai mis quelques exemples de projets dont on a déjà pu vous parler l'année dernière et peut-être qu'on vous reparlera par la suite, Safari, Afram, Agrotram, Transagroforest, etc., etc. Donc, le financement, voilà, plutôt le volet connaissance. Et puis, comment on communique, comment on diffuse, comment on partage toutes les émulations, les dynamiques. Et donc, là, typiquement, une déclinaison très concrète, c'est un webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui, c'est voilà, on partage des connaissances, des projets, des initiatives qui ont été mis en place ou qui sont en cours, et c'est tout l'intérêt. Donc voilà, moi je m'arrête là. Et puis je pense que maintenant c'est plutôt place à l'expertise de Claire qui va nous présenter, si j'ai bien compris, les résultats d'une étude et d'une thèse. Eh bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire où effectivement j'ai présenté une partie des travaux que j'ai réalisés durant ma thèse qui s'intitulait donc Caractérisation du partage des ressources en eau et en azote entre les arbres et les cultures au sein de jeunes peuplements agroforestiers. Donc, j'ai réalisé ma thèse au sein de Junia Lissa à Lille et au sein du laboratoire bioéco-agro. Et j'étais donc encadrée par Citraka Andriana Rissoa et mes directeurs de thèse étaient Alicia et Christophe Waterloo. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte. Qu'est-ce que l'agroforesterie, en particulier dans les Hauts-de-France? Et je présenterai aussi les interactions qu'on peut rencontrer entre les racines et les arbres. Est-ce qu'il y a une complémentarité ou une compétition? Puis, j'exposerai le questionnement scientifique qu'on a eu durant cette thèse. Et ensuite, je présenterai donc une première partie des travaux que j'ai réalisés dans tous les Hauts-de-France au sein de plusieurs exploitations avec des parcelles en agroforesterie âgées entre 3 et 12 ans. Et pour la deuxième étude, nous nous sommes concentrés plus sur un peuplement de 4 ans, où là, donc, j'exposerai les résultats qu'on a obtenus sur le partage de l'eau et de l'azote. Et je terminerai par donc les conclusions de ces études. Alors, l'agroforesterie, bon, pour rappel, c'est l'association délibérée sur une même parcelle des espèces pérennes avec une production qui peut être végétale dans le cas de l'agrosylviculture ou animale pour le sylvopastoralisme, afin d'en tirer les profits écologiques et environnementaux des interactions. Puisque donc l'agroforesterie génère de nombreux services écosystémiques, en particulier recherchés en agriculture, puisque donc les arbres peuvent stocker du carbone, que ce soit dans les parties aériennes, mais également souterrains. Ils peuvent aussi avoir un effet de brise-vent et une diversification des productions. Également, de créer de nouveaux habitats et des ressources qui va préserver la biodiversité, ou aussi apporter de l'ombre pour les cultures et les animaux, et avoir ainsi un effet de protection, et lutter contre l'érosion. Au niveau souterrain, on peut avoir aussi un effet d'ascenseur hydraulique où les racines vont prélever de l'eau en profondeur et donc remonter cette eau à la surface du sol. Et également avoir un effet de pompe à nutriments et d'épuration des polluants. Donc, on peut rencontrer différents types d'agroforesterie, notamment le parcours volaille et les pré-vergers qui sont majoritairement rencontrés dans les Hauts-de-France avec des pommiers, par exemple. On peut aussi avoir des alignements d'arbres. Dans les Hauts-de-France, on les retrouve souvent sous forme de trognes avec des charmes ou des saules. Mais ça peut être aussi des haies basses qui vont donc encadrer les parcelles dans des paysages bocagers. Il peut y avoir des arbres isolés dans des plantes, mais également des forêts pâturées ou des haies hautes qui sont donc cette fois-ci taillées moins régulièrement que les haies basses et vont avoir davantage un effet brise-vent. Mais il peut aussi rencontrer des ripisylves où ici l'arbre se situe donc à l'interface entre les parcelles et les cours d'eau et vont donc stabiliser les berges et limiter le déversement des intrants non absorbés par les cultures dans les cours d'eau. Et enfin, on rencontre aussi des alignements intraparcellaires, où ici les lignes d'arbres sont au milieu des parcelles de culture. Et c'est donc ce type d'agroforesterie que j'ai étudié au cours de ma thèse.
Donc, dans les Hauts-de-France, on rencontre majoritairement donc, des parcours volailles, pré-vergers ou des alignements d'arbres sous forme de trogne, mais on retrouve peu d'alignements intraparcellaires, alors que c'est une région avec une forte production agricole. Il existe donc un réel enjeu pour le développement de cette agroforesterie intraparcellaire et pour ainsi faire face à la pollution azotée engendrée par l'agriculture, mais également faire face aux périodes de sécheresse en apportant de l'ombrage et un microclimat, et pourquoi pas développer la filière bois. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par Citraka Andriana Rissoa et François Delbende en 2016 auprès des agriculteurs des Hauts-de-France. Et mince, j'ai pu, ça change. Vous voyez toujours bien? Oui, si. on voit bien. Oui, on voit. Ok. Parce que oui, ça changeait la position, mais c'est pas grave. Et donc, ils ont réalisé cette enquête pour recenser les freins évoqués par les agriculteurs à l'adoption de l'agroforesterie. Et donc, au sein de cette enquête, 50% d'entre eux ne connaissaient pas finalement l'agroforesterie et 25% étaient favorables à l'agroforesterie. Et donc, dans ces contraintes, c'est essentiellement le travail supplémentaire engendré par les lignes d'arbres, mais également la difficulté des travaux agricoles pour le passage des engins dans des lignes et la compétition pour l'eau, la lumière et les nutriments qui ont été évoqués comme les principaux freins au développement de l'agroforesterie. Donc, ouais, je m'excuse parce qu'en fait, je vois plus très bien. Bon, je sais pas très grave. C'est pas grave. Donc, ouais, mince. On voit bien, hein, Claire. Oui. Ok. Nous, on voit super bien ta slide. Elle est en plein écran pour moi, en ce qui me concerne. Ouais. Ok. Je confirme. Et on voit très bien. Bon. Ben, je sais pas là, pourquoi moi je vois. Pourtant, je voyais très bien, mais. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, au niveau de la littérature, dans le contexte scientifique, on a différentes études qui ont été réalisées. Et donc, certaines ont montré finalement qu'il peut y avoir un développement racinaire plus profond pour les systèmes en agroforestier, comme ici dans l'étude de Duprat et de Duprat en 2005. Et donc, cette complémentarité des racines va engendrer donc un meilleur partage des ressources entre les arbres et les cultures. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas, puisqu'on peut avoir aussi, dans certains systèmes, un chevauchement des racines des arbres et des cultures, et engendrant cette fois-ci donc une compétition pour l'eau et pour l'azote. Donc, dans la littérature, finalement, on retrouve beaucoup d'études réalisées sur des peuplements adultes, mais peu de données sur des jeunes peuplements, ou en tout cas dans les premières années d'installation des arbres dans les parcelles agricoles. Donc, on peut se demander à partir de quel âge les arbres vont commencer à développer des racines profondes, quels sont les facteurs explicatifs de cette répartition racinaire, et quelles vont être les conséquences de cette répartition racinaire sur le partage des ressources en eau et en azote et la répartition du carbone dans le sol. Dans un deuxième temps, on peut également se demander donc, comment va se mettre en place cette compétition ou complémentarité entre les cultures et les arbres au sein de jeunes peuplements. Donc, pour répondre au premier questionnement, j'ai donc réalisé une étude sur plusieurs peuplements dans les Hauts-de-France, que je vais présenter les résultats, alors que pour le deuxième questionnement, nous sommes concentrés sur un peuplement de 4 ans au sein d'une parcelle expérimentale. Donc, les objectifs de cette thèse étaient de caractériser la distribution spatiale et temporelle des racines fines, d'explorer le partage de l'eau et de l'azote pendant la phase d'installation des arbres sur les terres cultivées en agroforesterie intraparcellaire. Donc,
Donc, je vais présenter cette première étude sur le développement de la distribution racinaire en vous exposant dans un premier temps la méthodologie, puis les résultats obtenus sur la distribution racinaire, et ensuite sur le partage des ressources en eau et en azote et l'évolution des teneurs de matière organique dans le sol. Excuse-moi, Claire, de t'interrompre. C'est Oui. normal que on soit toujours sur la slide numéro 6. Ah bon? Voilà, il y a un petit Ouais, souci. Ok. Bah, effectivement, il y avait eu un problème alors. Mais je pense que je vais arrêter le partage, je vais le recommencer. Ouais, je pense que ça peut être la solution de déconnecter et reconnecter le partage des fois. Ah, mais oui, mais je pense que c'est ça qui s'est passé. Je repartage. Merci de m'avoir interrompu, Caroline. Et en plus, je me permets, on pouvait nous-mêmes apparemment changer les diapos. Je ne sais pas ce qui se passe du ton partage. Ouais, c'est vrai que ça. Bon, là, vous vous retrouvez bien. Tout au début de ton diaporama, Ouais. ta page de garde. Donc ça, vous avez été là finalement. Oui, tout à fait. Ok. Bon, ok. On sait pas. Donc ici, il y a les illustrations concernant soit la complémentarité des racines en système agroforestier ou le chevauchement des racines qu'on peut également rencontrer. Et ensuite, c'est les diapositives sur les questionnements. Et voilà les parties qui seront présentées et les objectifs. Donc, je vais passer au premier résultat de l'étude sur la distribution racinaire, qui a fait donc l'objet d'un article publié dans la revue Agriculture, Écosystème and Environment. Et donc, pour vous présenter la méthodologie entreprise, on a réalisé donc des enquêtes chez 11 agriculteurs des Hauts-de-France, qui correspondait donc à 17 parcelles étudiées qui ont été réparties en 4 groupes d'âge. Les parcelles inférieures à 4 ans, celles entre 4 et 6 ans, celles entre 7 et 9 ans et entre 10 et 12 ans. Et donc, les principales cultures cultivées par ces agriculteurs étaient donc celles emblématiques des Hauts-de-France, qui sont donc le blé, l'orge, le colza, mais également la betterave à sucre et les pommes de terre, et sur des sols qui étaient majoritairement limoneux. Donc, les essences d'arbres étudiées étaient l'érable, le noyer ou le charme, qui étaient celles en majorité présentes aussi au sein de ces 17 parcelles. Et donc, les enquêtes ont été réalisées en mai 2020 afin de collecter donc, des informations sur l'exploitation et leurs pratiques agroforestières, telles que donc, le dispositif de plantation, le type de rotation et la gestion des parcelles. Donc, dans chaque site, nous avons réalisé 7 carottes à donc 0, 1, 3 et 10 mètres de part et d'autre de la ligne d'arbre et sur 2 mètres de profondeur quand c'était possible. Donc, au total, c'est 111 carottes de sol qui ont été prélevées. Et une fois que la carotte de sol a été prélevée, elle a été séparée donc, en 10 tronçons de 20 cm et chaque tronçon était cassé en deux de manière à compter les racines d'arbres et des cultures sur chaque face du tronçon. Et ensuite, donc, nous avons calculé l'abondance de racines fines des arbres qui correspond à la moyenne de ces racines comptées sur chaque face rapportée à la surface du tronçon. Ensuite, pour chaque carotte, nous avons réalisé des prélèvements de sol sur 3 horizons qui sont donc de 0 à 30 cm de profondeur, 30 100 cm de profondeur et 100 cm de profondeur. 100 200 cm de profondeur quand c'était possible. Et pour chaque échantillon de sol, nous avons donc mesuré la teneur en eau, la granulométrie, les teneurs en azote et carbone organique, le pH et les teneurs en carbonate. Donc, une fois que toutes ces mesures ont été faites, nous avons donc obtenu la distribution des racines des arbres et des cultures pour chaque peuplement. Et on s'est rendu compte, donc ici, pour les peuplements de 4 ans, on a donc la profondeur du sol sur cet axe en fonction donc, de la distance à l'arbre.
Et on retrouve donc les racines des arbres dans les cercles en ligne, et les racines de culture sont les cercles en pointillés. Et on voit donc que pour les jeunes peuplements, les racines se développent principalement en surface, au niveau de la ligne d'arbre, alors que pour les peuplements de 4-6 ans, les racines vont se développer verticalement. Puis, entre 7 et 9 ans, on a un début d'expansion latérale des racines des arbres en profondeur. Et pour les arbres entre 10 et 12 ans, on a une croissance qui continue donc verticalement dans la ligne d'arbre et latéralement en profondeur. On remarque également que dans chaque peuplement, on a une zone de cohabitation entre les racines des arbres et des cultures à 1 mètre de la ligne d'arbre. Donc finalement, on a une croissance superficielle des racines des arbres pendant les premières années de croissance, et à partir de 5 ans, une croissance en profondeur va commencer. Et, pour déterminer donc quels sont les facteurs qui sont responsables de cette distribution des racines fines des arbres, nous avons réalisé donc des corrélations entre l'abondance de racines fines et différents paramètres qui sont en fonction de la gestion de la parcelle, mais également les caractéristiques de la parcelle. Donc, on a ici les différents paramètres testés en fonction donc des horizons. Et on remarque donc ici, au niveau de la ligne d'arbre, qu'il y a une corrélation plus importante en fonction de l'âge, en profondeur, mais également avec la durée de rotation des cultures, ce qui indique que plus la durée de rotation des cultures est longue, plus les racines des arbres vont se développer en profondeur au niveau de la ligne d'arbre. Et lorsqu'on regarde ensuite à 1 mètre de la ligne d'arbre, on retrouve cette corrélation forte avec l'âge, mais également avec la fréquence du travail du sol. Donc la répétition du labour va donc engendrer un enracinement profond des racines des arbres en profondeur, dû à la coupe répétée finalement des racines en superficie. Donc finalement, l'abondance des racines des arbres a été influencée par l'âge des arbres, mais également par la fréquence du travail du sol et la durée de la rotation. Et lorsqu'on regarde ensuite les corrélations entre l'abondance des racines fines des arbres et la teneur en eau du sol, on trouve une corrélation négative, en particulier donc, dans le premier horizon, mais également au niveau de la ligne d'arbre et à 1 mètre de la ligne d'arbre, et pour les peuplements plus âgés. Donc, lorsqu'on regarde aussi les corrélations avec l'ammonium, on retrouve cette fois-ci une corrélation positive entre les racines des arbres et l'ammonium, également dans le premier horizon pour les arbres plus âgés et au niveau de la ligne d'arbre et à 1 mètre de la ligne. Donc, les racines fines des arbres ont asséché le sol et favorisé la présence d'ammonium. En se concentrant ensuite sur la teneur en carbone dans le sol, on a ici, donc, pour les jeunes peuplements, la teneur en matière organique du sol en fonction de la distance à l'arbre, et donc de l'horizon 1, l'horizon 2 et l'horizon 3. Et on voit que la teneur en matière organique du sol diminue avec la profondeur, quelle que soit la distance à l'arbre, ce qui est logique puisque la matière organique arrive en premier au niveau du premier horizon avec la litière des arbres et des feuilles. Et ces résultats sont obtenus, sont similaires jusqu'au peuplement 7-9 ans. Et ensuite, pour les peuplements plus âgés, on remarque cette fois-ci une augmentation de la teneur de matière organique dans le sol au niveau de la ligne d'arbre et du premier horizon. Et lorsqu'on regarde les corrélations entre cette teneur en matière organique du sol et l'abondance fine des arbres, des racines fines, on voit que cette corrélation est positive, en particulier donc, dans le premier horizon, mais également au niveau de la ligne d'arbre et à 1 mètre de la ligne d'arbre, et pour les peuplements plus âgés. Donc, finalement, ces résultats montrent que les racines fines des arbres ont contribué à augmenter la matière organique dans le sol. Donc, ce qu'il faut retenir finalement sur cette première étude, c'est qu'au début de la plantation, pour les peuplements de moins de 4 ans,
les racines des arbres vont se développer de manière superficielle, principalement au niveau de la ligne d'arbre, ce qui va donc engendrer un assèchement superficiel du sol, mais aucun effet sur l'ammonium ni sur la matière organique du sol. Ensuite, à partir de 4-6 ans, les racines des arbres vont commencer à se développer en profondeur, toujours au niveau de la ligne d'arbre, ce qui va donc augmenter l'assèchement de la ligne, mais toujours aucun effet sur l'ammonium et sur la matière organique du sol. Entre 7 et 9 ans, on va avoir un début de développement racinaire latéral en profondeur, ce qui va donc augmenter l'assèchement du sol au niveau de la ligne d'arbre et également les teneurs en ammonium, mais toujours aucun effet sur la matière organique du sol. Et pour les peuplements plus âgés, la progression du développement des racines va cette fois-ci engendrer une augmentation de la matière organique dans le sol. Donc, finalement, cette stratégie de croissance racinaire des arbres en profondeur est principalement influencée par le travail du sol et la durée de rotation des cultures. Donc, grâce à cette première étude, on a pu répondre aux premiers questionnements et on va s'intéresser maintenant plus particulièrement au début de l'installation des arbres en agroforesterie, en se demandant comment se met en place cette compétition ou complémentarité chez les jeunes peuplements. Et donc, pour cela, on a réalisé des expérimentations au sein d'un site expérimental en agroforesterie. Donc, dans cette étude, je vais vous présenter tout d'abord la méthodologie entreprise et ensuite les résultats obtenus sur le partage de l'eau et le partage des ressources. Alors, le site expérimental est situé à Rancourt, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est une parcelle de 18 hectares avec un sol limoneux profond et un pH moyen de 7,9, une teneur moyenne en matière organique de 2,1% et en moyenne 15% d'argile. Donc, les plantations des arbres ont été faites en novembre 2018 avec une orientation des lignes nord-sud. Et il y a 3 blocs dans la parcelle avec 5 modalités par bloc. Donc, nous avons 3 modalités en agroforesterie qui se différencient donc, en fonction de l'association des arbres de haute tige. C'est une association de chêne et de charme pour la modalité AF1, une association de noyer aulne et merisier pour la modalité AF2 et une association robinier aulne en AF3. Et dans chaque bloc, on a également un témoin forestier et un témoin agricole. Donc, depuis la plantation des arbres, la succession des cultures était la betterave, l'orge, l'endive et le blé qui a été semé donc, le 15 octobre 2020. Et dans les témoins forestiers, on a également du régras qui a été semé au printemps 2019. Alors, on peut voir ici, on va voir une vidéo de la parcelle. Donc, on retrouve en premier plan les témoins en agroforesterie, avec donc un espacement entre les lignes de 36 mètres et donc une densité des arbres de 66 arbres par hectare. Et au fond, on repère un témoin forestier, donc celui du bloc 3, avec une densité des arbres ici de 357 arbres par hectare. Et donc, on va revoir ici le bloc forestier, le témoin forestier du premier bloc, avec un espacement entre les lignes de 7 mètres. Voilà, donc c'est la parcelle de Rancourt, si vous pouvez y aller, c'est un magnifique paysage. Et donc, on peut voir ici également l'évolution des arbres au fil des saisons, avec le feuillage qui se développe bien au printemps et en été. Et on voit également l'espacement entre les arbres qui est de 1 mètre. Ici, on a donc quelques données météorologiques de l'année 2021 lorsqu'a été faite l'expérimentation. Et on remarque de nombreux épisodes de pluie, donc dès le milieu du printemps jusqu'à la fin de l'été, par rapport à la moyenne sur la décade de 2010-2020. Donc, c'était une année assez pluvieuse en 2021. Et donc, maintenant, pour vous présenter la méthodologie qui a été faite,
nous avons réalisé donc un marquage entre le 10 et le 20 mai au moment de la montaison du blé, avec 2 dépôts par arbre de 300 millilitres, avec de l'eau donc, qui a été enrichie en 10% en deutérium et à 1,5 m de l'arbre. Donc nous avons fait 2 dépôts pour augmenter la probabilité que les racines des arbres aient accès à cette eau enrichie en deutérium. Et donc les facteurs testés étaient donc le charme, le merisier et l'aune, pour 3 essences différentes, sur 3 profondeurs de marquage, à 30, 50 et 1 mètre de profondeur, et donc sur les 3 types de systèmes, agroforesterie, témoin forestier et témoin agricole, avec 3 répétitions, puisqu'il y a donc 3 blocs dans la parcelle. On peut voir donc ici différentes étapes lors du marquage isotopique, avec notamment le trou réalisé à l'intérieur, le dosage du deutérium et l'insertion d'un tube en PVC lors du dosage pour éviter les pertes du deutérium au niveau de la paroi du trou, et donc le dépôt ensuite de l'eau enrichie en deutérium. Donc une fois que tous les dépôts ont été faits, nous avons réalisé des échantillonnages tous les 15 jours jusqu'au octobre 2021, en prenant donc 10 feuilles d'arbre et 4 brins de blé et de raie gras dans les zones marquées, mais également dans les zones non marquées. Et ces échantillons ont été emballés avec du film alimentaire pour éviter donc les pertes d'eau lors du transport, et ensuite été conservés à moins 20 degrés. Et nous avons ensuite réalisé donc des cryo-extractions pour extraire l'eau de ces échantillons, et qui a été ensuite analysée par IRMS. Et après cette analyse, nous avons calculé donc, le delta du deutérium en fonction donc, du ratio isotopique entre le deutérium et le procium pour l'échantillon, et également pour l'eau standard normalisée de Vienne. Et ensuite, c'est donc ce delta deutérium que nous allons étudier. En ce qui concerne donc l'expérimentation pour le partage de l'azote, ici nous avons réalisé un marquage avec de l'engrais enrichi en quinzaine sur une zone de 4 mètres carrés à 1,5 m de la ligne d'arbre, et en apportant donc 30 kg d'azote par hectare au moment du 4e yapeur, le 2 juin, lors de l'épiaison du blé. Et ici, nous avons aussi 3 essences qui ont été testées, le charme, le merisier et le saule, sur les mêmes 3 types de systèmes et avec 3 répétitions. Donc, on peut voir aussi également quelques étapes lors de ce marquage, avec notamment l'utilisation d'une bâche au moment du passage de l'agriculteur pour l'apport de l'engrais, afin d'éviter donc 2 apports sur la zone marquée. Puis ensuite, donc, le mélange de l'engrais avec de la terre qui a été réparti dans les zones, et l'échantillonnage des échantillons qui a été fait donc, tous les 15 jours après le marquage, en prélevant donc ici 20 feuilles d'arbres et 20 brins de blé et de raie gras dans les zones marquées, également non marquées. Puis ces échantillons ont été séchés pendant 48 heures à 65 degrés et broyés et micro-pesés avant d'être analysés également par IRMS. Et donc ici, nous avons calculé le delta du quinzaine, qui correspond donc au calcul entre le rapport isotopique entre le quinzaine et le quatorzaine de l'échantillon, et également du lié azote présent dans l'atmosphère. Donc, avant de passer pour les résultats, on peut voir ici donc, le système qui a été utilisé pour extraire l'eau des échantillons, qui est donc le système de distillation cryogénique par vide statique. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer les résultats obtenus sur l'abondance naturelle du deutérium dans les différentes plantes. Donc, on a ici le deutérium obtenu en fonction des dates d'échantillonnage. Et on voit que ce delta deutérium est négatif, ce qui est cohérent avec d'autres études entreprises sur l'eau des cultures, mais également des arbres et du sol. Et on remarque que la moyenne obtenue pour le blé est plus faible par rapport à celle des arbres et du raie gras. Mais on sait également que ce delta du deutérium diminue avec la profondeur du sol, notamment dû au phénomène d'évapotranspiration qui a lieu en surface,
et qui favorise donc les pertes en procium qui va être plus léger et du coup va enrichir la première surface du sol en deutérium. Et on sait également que l'eau retrouvée dans les plantes correspond à l'eau du sol puisqu'il n'y a aucun phénomène de fractionnement lors du prélèvement de l'eau. Donc finalement, ce deutérium plus faible obtenu dans le blé peut indiquer une absorption plus en profondeur par rapport aux arbres et aux raies gras. Et lorsqu'on regarde ensuite l'évolution en fonction du temps, on remarque que l'absorption a une profondeur stable pour le raies gras, alors que pour le blé et pour l'arbre, on obtient d'abord une augmentation du delta du deutérium qui est similaire à une période de sécheresse au niveau de la parcelle et va donc suggérer une absorption plus en surface du blé et de l'arbre à ce moment, alors que la diminution ensuite observée peut signifier une absorption davantage en profondeur du blé et des raies gras, alors que la période de sécheresse continue, ce qui indique donc la capacité du blé et du raies gras et des arbres à absorber davantage en profondeur lorsque l'eau est moins accessible en surface. Et lorsqu'on regarde les résultats obtenus pour le blé en agroforesterie, on retrouve aucune différence entre le blé en témoin agricole, donc ce qui indique ici pas d'effet des arbres sur l'absorption d'eau par le blé. Mais lorsqu'on regarde ensuite les résultats obtenus sur les échantillons prélevés dans les zones marquées, on voit cette fois-ci que le delta du deutérium est positif, ce qui indique que le blé a donc bien absorbé l'eau que nous avons apportée. Et ça, ce n'était pas sûr au départ, vu la petite quantité d'eau que nous avons apportée sur une surface très délocalisée. Donc, ce premier résultat montre que le blé a bien absorbé l'eau que nous avons apportée. Et on remarque que cette absorption augmente jusqu'à la floraison, indique donc des besoins qui augmentent jusqu'à la floraison pour le blé. Et ensuite, la diminution peut être due à une dilution du deutérium dans les plantes ou une dissipation dans le sol, puisque entre ces deux notes-là, 130 mm d'eau sont tombés. Et lorsqu'on regarde ensuite les résultats obtenus pour les arbres, on remarque cette fois-ci que les teneurs du deutérium restent négatives, ce qui peut être dû soit au fait que les arbres n'ont pas eu accès à l'eau apportée, ou également que les arbres ont absorbé l'eau, mais davantage au niveau de la ligne d'arbre et non à 1,5 m de la ligne d'arbre, ou que le blé a absorbé toute l'eau avant que l'arbre ait pu accéder à cette eau. On remarque toutefois quand même une augmentation donc, du deutérium dans les échantillons marqués au 17 juin et au 1er juillet, ce qui indique qu'un mois après l'apport, finalement, on a ici une absorption de l'eau par les arbres. Donc, finalement, à ce stade de développement, on a tout de même un début de partage de l'eau entre les arbres et le blé. Et lorsque l'on s'intéresse maintenant plus précisément à la profondeur d'absorption, on retrouve ici donc le delta du deutérium en fonction des différentes dates et les profondeurs de marquage. Donc ici, on se trouve à 30 cm de profondeur. Et on voit donc que le blé en agroforesterie, ah oui, j'ai oublié de rechanger. Le blé en agroforesterie absorbe plus d'eau à 30 cm de profondeur que le blé en témoin agricole. Et on sait également qu'il y avait de plus faibles teneurs en eau dans le sol du témoin agricole, ce qui a pu donc engendrer une absorption davantage en profondeur du blé en témoin agricole par rapport au blé en agroforesterie. Par contre, à 50 et 100 cm de profondeur, on n'obtient aucune différence d'absorption d'eau entre le blé en témoin agricole et le blé en agroforesterie. Et lorsqu'on compare en fonction des associations d'essences, on n'obtient aucune différence. Donc, à ce stade de développement, les essences d'arbres ne vont pas engendrer de différence sur l'absorption d'eau par le blé. Donc, finalement, ces premiers résultats montrent que les arbres ont favorisé une absorption d'eau par le blé en surface, mais qu'il n'y a pas eu d'effet des essences le long du profil de sol. Et lorsque l'on s'intéresse maintenant à l'absorption
d'eau par les arbres, on retrouve ici les différentes profondeurs de marquage et les différents systèmes. Les courbes en noir correspondent aux échantillons récoltés en agroforesterie et les courbes bleues représentent les échantillons récoltés en témoins forestiers. Et dans chaque système, on a comparé donc les échantillons marqués aux échantillons non marqués. Donc par exemple ici pour l'aule, on voit qu'il absorbe tout le long du profil de sol et en particulier en profondeur dans les témoins forestiers. Et lorsqu'on regarde le charme, on retrouve ici une absorption plus en surface, à 30 et 50 cm de profondeur, mais seulement pour en témoins forestiers. Et lorsqu'on regarde ensuite le merisier, on retrouve cette fois-ci une absorption davantage en profondeur, à 50 et 100 cm de profondeur, et pour les arbres qui sont en agroforesterie. Et cette absorption en profondeur, on remarque qu'elle a davantage lieu entre le 17 juin et le 1er juillet, qui correspondent également à la période de faible pluie. Ça indique finalement que l'aulne et les merisiers ont été capables de prélever de l'eau davantage en profondeur lorsque l'horizon supérieur avait de faibles disponibilités en eau. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette étude du partage de l'eau, c'est donc que les arbres et le blé vont principalement partager de l'eau à 30 cm de profondeur, que les arbres ont favorisé une absorption d'eau par le blé en surface, et que l'aulne et le merisier ont pu adapter leur source de prélèvement d'eau en ayant cherché de l'eau davantage dans les horizons profonds lorsqu'il y avait une faible disponibilité en surface. Donc maintenant, lorsqu'on regarde les résultats qui concernent l'abondance naturelle du quinzaine du blé, on voit donc une augmentation du delta du quinzaine juste après donc le 4e apport, qui peut être dû à une stimulation de l'activité bactérienne qui discrimine le quinzaine, qui va donc être davantage disponible pour le blé. Et ensuite, la diminution peut être due à une dilution du quinzaine dans les tissus, mais également à des pertes ammoniacales en fin de croissance du blé. Et lorsqu'on regarde maintenant en fonction des essences associées, on a donc la courbe en bleu qui représente le blé en témoin agricole, et les autres courbes qui sont donc le blé soit associé au charme, soit le blé associé au merisier, ou le blé associé au saule. Et on voit donc ici davantage de quinzaine pour le blé qui se situe en association avec le merisier et le charme, qui peut être dû donc soit à une disponibilité davantage du quinzaine en favorisant cette activité bactérienne, ou davantage d'azote disponible dû à une plus faible compétitivité pour l'azote de ces essences par rapport au sol. Donc finalement, ces résultats montrent que le 4e apport a bien été valorisé par le blé, en particulier quand il est associé avec le charme ou le merisier. Et lorsqu'on regarde maintenant donc, dans les échantillons marqués, on retrouve donc une forte valeur du delta du deutérium qui indique que le blé a bien absorbé donc l'azote en surface. Par contre, on n'obtient pas de différence entre le blé en agroforesterie et le blé en témoin agricole, ce qui indique qu'à ce stade de développement, les arbres ont peu besoin d'azote, notamment qui peut être dû au fait que leur développement racinaire est principalement au niveau de la ligne d'arbre et non à 1,50 m de la ligne d'arbre où a été déposé l'azote. Donc, finalement, ces résultats indiquent qu'il n'y a pas d'effet des arbres sur l'absorption d'azote par le blé. Et lorsqu'on regarde donc les résultats obtenus sur le quinzaine sur les arbres, on a donc ici le charme avec les échantillons récoltés dans les zones marquées en agroforesterie, également les zones non marquées en agroforesterie, et ici les zones non marquées en témoin forestier. Et on voit donc pour le charme un delta du deutérium plus élevé dans les échantillons marqués que dans les échantillons non marqués, ce qui indique donc une absorption de l'azote pour cette essence. Et on retrouve également les mêmes résultats
pour le merisier et pour le sol. Donc finalement, on a tout de même une faible absorption de l'azote en surface par ces 3 essences. Donc un début de compétition pour l'azote, également une valorisation de l'azote par les arbres. Et lorsqu'on regarde plus précisément dans le temps, on a donc ici les courbes en pointillés qui représentent les échantillons d'arbres en agroforesterie dans les zones non marquées et les lignes, les échantillons d'arbres en agroforesterie dans les zones marquées. Et on voit donc que cette absorption a particulièrement lieu pour le charme et le saule 1 mois après le marquage, ce qui peut être dû notamment au délai nécessaire pour retrouver l'azote dans les feuilles d'arbres. Et lorsqu'on regarde ensuite après la moisson du blé, on retrouve cette fois-ci de l'azote, mais seulement pour le charme, qui est une espèce, donc on a vu, moins compétitive par rapport au merisier et au saule, qui a pu donc avoir davantage d'azote disponible lorsque le blé n'était plus présent. Et ensuite, on a réalisé un dernier prélèvement l'année d'après, en printemps 2022, lors du débourrement des arbres. Et cette fois-ci, on retrouve de l'azote donc pour les 3 essences, ce qui indique qu'il y a bien une remobilisation de l'azote qui était stocké dans les parties ligneuses des arbres lors du débourrement au printemps suivant. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'azote, c'est finalement qu'il y a une meilleure disponibilité pour le blé à proximité du charme et du merisier, qu'il n'y a pas eu d'impact des arbres sur la valorisation du 4e apport en engrais par le blé, mais un début de compétition pour l'azote en surface entre les arbres et le blé, et une meilleure utilisation donc, du 4e apport d'engrais azoté, puisqu'il a été utilisé par les arbres et la culture. Et finalement, on a donc une valorisation de l'azote par les arbres à long terme, puisqu'on retrouve une remobilisation de cet azote lors du débourrement. Donc, pour conclure sur toutes ces études, on a vu finalement que c'est à partir de 5 ans qu'on a un enracinement profond des arbres, notamment donc pour le charme, le noyer et les râpes qui ont été étudiés dans le système. Que cet enracinement profond est en particulier dû à la durée de rotation et également au travail du sol. Et que cela va engendrer donc un assèchement de la ligne d'arbre, mais également des teneurs en ammonium plus élevées et une augmentation de la matière organique du sol pour les vieux peuplements au niveau de la ligne d'arbre et dans le premier horizon. Et enfin, on a également vu donc en début de compétition, ou plutôt du partage de l'eau et de l'ammonium en surface à partir de 4 ans. Cette absorption d'eau se fait en surface par le blé et en profondeur pour l'aulne et le merisier, et également une meilleure utilisation donc, du 4e apport d'engrais par les arbres et par le blé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je remercie également donc, les partenaires et les financeurs sans qui ce projet n'aurait pas été possible. Et tous mes collègues, les stagiaires qui m'ont aidé aussi durant ces années de thèse. Voilà, j'espère avoir été claire pour vous. Merci. Et Claire. voilà, vous pouvez poser vos questions. Alors voilà, vous pouvez poser vos questions. Certaines ont déjà été mises dans la Oui. discussion et après, si certains veulent intervenir directement à l'oral, qu'ils n'hésitent pas à se manifester. Donc dans les questions qui ont été mises dans la discussion, pour le développement racinaire, est-ce que l'exploitant réalise un sous-solage régulier de part et d'autre de la ligne d'arbre pour forcer le système racinaire à rentrer en profondeur? Oui, bah, justement, enfin, nous, on a fait donc, des enquêtes auprès de tous ces agriculteurs parce que chaque agriculteur avait leur type d'itinéraire technique. Et c'est pour ça qu'on a dit le travail du sol de manière générale, ça peut être un labour plus ou moins profond ou un sous-solage. Et c'est apparu donc, dans les résultats que ce travail du sol favorise finalement cet enracinement racinaire. Donc, je ne peux pas dire précisément quel type de labour ou de sous-solage, mais en tout cas, ça va favoriser un enracinement profond. Surtout, finalement, par la coupe répétée des racines des arbres en superficie. Enfin, dans le premier horizon.
Merci. Alors, on a une deuxième question qui rebondit sur le fait que tu as dit que les racines fines ont contribué à l'augmentation de la matière organique du sol, mais y a-t-il vraiment un lien de causalité? Donc ça a été obtenu seulement pour les peuplants plus âgés, puisqu'effectivement, il faut du temps pour avoir cette augmentation de matière organique et qui a été vue seulement au niveau de du premier horizon et de la ligne d'arbre. Mais comment ça, de cause à effet? J'ai peut-être pas bien compris la question. Alors, je ne sais pas si la personne peut préciser à l'oral peut-être sa question. Est-ce que, Oui, est-ce que je peux bonjour, parler? volontiers. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Ouais, sachant que les racines se développent préférentiellement là où il y a de la fertilité, je me disais, mais est-ce que c'est pas la matière organique Ah qui oui. attire les racines ou... Parce que vous avez fait un lien de causalité, et je me demandais si c'était pas si la causalité était avérée, quoi. Oui, effectivement, il y a aussi une réponse locale, hein, des racines qui vont se trouver là où il y a plus de matière organique. Enfin, les deux peuvent être frais. Après, en fin de compte, nous, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, il y avait une différence en fonction de la distance avec la ligne d'arbre. Et enfin, ah oui, non, c'est par rapport à la corrélation. Oui, non. Effectivement, on a eu donc plus de matière organique ici, et il y a quand même des corrélations positives. Mais oui, là, il peut y avoir un lien dans les deux sens, effectivement. Ok, merci. C'est ça. Alors, dans la conversation, tu as encore une question. La revalorisation de l'azote au niveau du 4e apport, au moment du débourrement, cela a-t-il été démontré? Quelles ont été les mesures? Finalement, parce que nous, on a apporté l'azote 15 au printemps de l'année, c'était 2021. Et après, enfin, c'est tout, on n'a fait qu'un apport. Et après, au printemps 2022, on a rééchantillonné ces arbres et donc on a retrouvé de l'azote 15 qui a été prélevé finalement de l'année d'avant. Donc c'est de l'azote qui vient de là. Mais c'était quoi exactement la question? Ah oui. Donc oui, c'était démontré. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a plus de questions dans la conversation. Est-ce que certains veulent t'interroger directement ou pas? N'hésitez pas à prendre la parole. C'est vrai que c'était peut-être il y avait beaucoup d'informations. Alors, il y a une question qui s'est ajoutée. Pourquoi le choix de ces essences d'arbres? Finalement, parce que c'était les essences d'arbres qu'on a retrouvées majoritairement dans les 17 sites utilisés. Donc, ouais, on n'a jamais eu un noyer partout, ni un charme ou un érable partout. Donc, on a fait ces 3 essences où il y avait un maximum d'essences dans chaque parcelle étudiée, quoi, pour varier aussi en fonction de l'âge. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, on pensait avoir peut-être plus de sites. On ne pensait pas aller si loin. Mais comme c'était une période assez courte, entre voilà, 3 et 12 ans, finalement, il y avait peu de parcelles quand même en agroforesterie intraparcellaire dans la région. Avec un sol majoritairement profond aussi. Donc voilà pourquoi on a fait le choix de ces essences d'arbres. Il y a une question sur: avez-vous effectué des mesures sur la ligne d'arbres? Dans la première étude, effectivement, on a fait des carottages à 0 et 1 mètre de la ligne d'arbre. Donc là, on a les résultats des racines et également donc, sur le sol et les paramètres qui ont été mesurés sur le sol. Et oui, après sur l'étude de l'eau et azote, si on a fait quelques prélèvements, mais pas forcément au niveau de la ligne d'arbre pour les racines. On a regardé aussi les racines. Mais ici, ouais, j'ai pas présenté. Ouais. Et la matière organique. C'est vrai que j'ai d'autres. Il y a un volet aussi qui concernait plus les racines à rame court et la matière organique à rame court. Mais j'ai pas présenté ici. Mais d'autres articles seront écrits en cours d'écriture. Sur effectivement d'autres résultats plus précis à rame court.
Donc, il y a beaucoup de questions sur le lien du webinaire, etc. Donc, moi, je vous avais envoyé le lien pour vous Ouais. connecter aujourd'hui. Donc, je réutiliserai vos adresses pour vous transmettre le lien du webinaire. Encore une question, à étudier le développement racinaire entre plants en pépinière et parsemis direct au champ. Quelle influence du développement des pivots? Entre plants en pépinière et en semi-direct d'argent. Est-ce que vous pouvez Ça préciser? et entre si c'est des arbres qui viennent de pépinière? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, oui, c'était la question que je voulais poser parce que c'est vrai que on a du moins des points d'information comme quoi le système racinaire des semis, de semis naturels, hein, qui poussent directement dans les champs ou quand on crée des haies, un système racinaire qui développe un racinaire plus profond que des plants issus de pépinières. Donc ça, je suppose que ça n'a pas été forcément étudié, mais c'est quelque chose qui mériterait d'être voilà, justement évalué pour voir l'impact que ça peut avoir entre des semis et des plants où on coupe le pivot en fait en pépinière avant de l'installer, quoi. Oui, bah, effectivement, peut-être que les arbres qui ont été cultivés d'abord en pépinière comme ça auront plus de mal peut-être à s'installer en agroforesterie. Mais après, c'est des arbres plus âgés, non? Je sais pas, parce qu'en général, quand les parcelles sont, sont conçues et sont plantées, c'est des jeunes arbres quand même qui sont plantés, donc ils ont le temps de développer leur système racinaire qui va donc être plus profond qu'en système forestier. Ouais, je sais pas, parce que effectivement, si en pépinière, les racines se développent plus en surface, surtout s'il y a un apport d'eau et de nutriments, c'est sûr qu'elles vont se développer plus en surface. Là, ça peut être plus difficile aux arbres ensuite de bien s'implanter en profondeur en agroforesterie. Mais bon, en général, les parcelles sont quand même bien. Enfin, la conception de parcelles en agroforesterie est très importante en amont, oui, pour avoir une parcelle en agroforesterie, gérer le mieux possible, au final. Christophe qui lève la main pour une question. Ouais, merci. Enfin, c'était un complément peut-être de ce que voulait dire Samuel. C'était parce qu'on sait qu'effectivement les plants qui sont produits en pépinière, qui sont soulevés ou repiqués, etc. Il y a une section du pivot et donc du coup ça apporte un stress au plant. Ouais. Et derrière, pour une bonne partie des essences, on sait que du coup il y a un développement racinaire en profondeur qui est moins rapide ou tout du moins moins profond comparé à un semis d'une graine qu'on peut faire ou une graine qui va se développer naturellement en parcelle. Donc, c'est ça l'idée, je pense, de Samuel. Ouais. Effectivement, je n'ai peut-être pas de données, mais est-ce que vous qui travaillez sur la question de l'enracinement, est-ce que vous avez peut-être d'autres références, d'autres études sur ces questions-là du coup? Non, pas tellement. Mais ouais, c'est vrai, je ne sais pas exactement comment sont cultivés les plants avant en pépinière. Parce que ça, c'est même sur des plants assez jeunes qui sont souvent retransplantés en pépinière. Parce que aussi, ouais. Non, Oui, j'avoue, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire des études avec des plants qui viennent directement, qui ont été semés directement en plein champ par rapport aux plants en pépinière. Mais oui, parce qu'en gros, un plant en pépinière, il va être semé une année, l'année suivante, il va être soulevé, repiqué, effectivement. Donc, du coup, il va y avoir ce que le pivot, on sait qu'il y a par exemple un chêne, sur un gland, il peut se développer de 30 ou 40 cm dans l'année. Et donc, comme on va le soulever à 15 ou 20 cm, et ben, du coup, on va sectionner son pivot. Et effectivement, ça va, vu qu'il y a un stress, il va y avoir un développement moins important. Mais après, d'après les pépiniéristes, a priori, ça dépend des essences. Mais voilà, c'est des spécialistes. Oui. Bah, oui, c'est sûr, parce que ça dépend, chaque essence n'a pas le même type de système racinaire aussi. Donc peut-être qu'il y en a effectivement qui sont plus favorables à l'implantation en profondeur aussi que d'autres. Et c'est souvent ces essences aussi à privilégier en agroforesterie de manière générale. Et oui, je pense que de toute façon, il vaut mieux planter les arbres le plus tôt possible en agroforesterie, hein, pas
pas attendre qu'ils soient trop âgés. Et de toute façon, après, il peut y avoir une replantation pour pas remplacer les arbres qui sont morts, qui n'ont pas pris. Mais le mieux, oui, c'est quand même de planter des arbres jeunes et les laisser se développer dans son environnement futur, quoi. Voilà. Tu avais une dernière question, je sais que c'est une dernière, mais encore une question. Peut-on avoir une idée de comment les études statistiques ont été effectuées, effectifs des prélèvements? Bah, oui. Bon, après, le mieux, de toute façon, c'est sûr pour les statistiques, c'est de voir sur les articles, quand ils ont été publiés ou quand ils seront publiés. Mais de manière générale, c'est des... enfin, quoi que ça dépend pas que pour la première étude, mais souvent, c'est des ANOVA avec deux facteurs, donc que ce soit l'essence qui a été... ça, c'est pour l'étude qui a été comparée avec toujours le bloc aussi dans le système, ou alors soit on étudie la profondeur, ou oui, je crois qu'ici c'est tout. Et après, c'est des corrélations de Spearman qui ont été faites pour le tableau 1. Voilà. Au niveau des peuplements, donc dans chaque classe, il y avait entre 5 et 7 peuplements. Après, bon, il y a eu beaucoup de prélèvements, donc je vais pas en tête ici toutes les données, mais les données sont disponibles si on les demande. Voilà.